Un chef, ça réfléchit, ça pense. La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre leadership. Il vous faut devenir les maîtres dans votre art du changement. Il faut apprendre à y penser. L'improvisation n'est toujours pas la meilleure alliée. C'est une pensée de cet ouvrage, Les chefs. L'ouvrage dont l'auteur est avec nous. Il est professeur, il est docteur de ministère, mais il est aussi leader, enseignant dans le leadership et plusieurs domaines. Nous aurons ce soir encore une fois le plaisir de les recevoir. Les recevoir parce que vous aviez appelé de partout, vous appelez de partout, une émission où nous étions obligés de rediffuser plusieurs fois parce que vous l'aviez demandé. Et vous avez posé plusieurs questions. Pourquoi pas les docteurs pensent devenir aussi décideurs, c'est-à-dire ministres, parce qu'avec la qualité de ces idées et de pensées, il faudrait quitter la parole, mais aller en action. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher ami. C'est un plaisir parce qu'à chaque fois que je vous reçois, en tout cas, nous recevons des observations très pertinentes et importantes. On dit qu'il faudrait à un moment donné que, professeur que vous êtes, pasteur, quittiez l'enseignement ou aller dire pour agir, c'est-à-dire entrer dans l'exécutif. Est-ce que vous y pensez aussi? Dire que je pense, non. Mais déjà, il faut quand même réparer quelque chose dans notre mental, nous, en tant que Congolais, c'est vrai. C'est noble, c'est prestigieux que de faire partie d'un gouvernement, mais penser que l'on peut aider son pays, l'aider à avancer, à se développer seulement en étant dans l'exécutif, serait une erreur. Okay. Il faudrait ici commencer par apprécier tous ces hommes et ces femmes éparpillés à travers différents secteurs, différents domaines, différentes structures, qui avec abnégation, avec consécration, avec patriotisme et dextérité, font de leur mieux pour que quelque part, cette barque qu'on appelle la République démocratique du Congo continue à naviguer et atteigne son beau port. Oui. Chacun essaye de faire de son mieux et j'ose croire que je suis en train de faire ce qui est bon, ce qui est convenable. Est-ce que c'est suffisant ou c'est encore moins suffisant? On ne postule pas pour devenir ministre, à ce que je sache. Hein? On ne postule pas pour devenir ministre. Oui. Je pense mais on que... aspire. Bon, en tout cas, dans l'histoire du monde, Oui. dans les États, excusez-moi, sérieux, même à une certaine période ici au Congo, Oui. à l'époque du Zaïre, Oui. il y a eu des ministres qui ont été nommés sans avoir été consultés. Ah bon? Personnellement. Ouais. Mais au moins, les services de renseignement ont quand même essayé de checker leur identité, voir leur serviabilité. Ouais. Est-ce qu'ils n'étaient pas porteurs de germes qui pourraient déranger à la survie, à la sûreté de l'État? Eh bien, il y a des gens qui ont été nommés. Oui. Ils ont été surpris. Exactement. Parce que l'État doit être la personnification de l'intelligence. Ok. L'État, en tant que structure intelligente et l'intelligence personnifiée ou structurée, doit créer une sorte de fédération. Par le magnétisme, l'État doit être capable d'identifier les intelligences dont il dispose localement, mais aussi les attirer vers lui, pas dans le but de leur donner du travail, parce que l'État ne donne pas du travail, mais l'État utilise les compétences de ses citoyens afin de se renforcer. L'État ne donne pas du travail. L'État ne donne pas du travail. L'État utilise d'abord, il fait appel aux compétences, au savoir-faire, à l'expertise de ses citoyennes et citoyens. Et normalement, comme ces citoyens doivent être payés, l'État les paye. Mais l'objectif de l'État, ce n'est pas d'abord d'être le pourvoyeur d'emploi, mais c'est plutôt d'être l'utilisateur de compétences et d'intelligence. Et en tant que tel, c'est maintenant à l'État de détecter les citoyens qu'il croit être détenteurs d'un degré de savoir ou de compétences et se rassurer que ces personnes donneront de leur mieux, feront avancer, ne fût-ce que de quelques centimètres, cette barque qu'on appelle l'État congolais. Donc, on ne postule pas, mais c'est l'État
qui va vers le citoyen et qui les rappelle. C'est presque la même chose pour une équipe de football. Oui. On a des recruteurs. Voilà. Il y a des agents que la FECOFA ou l'équipe nationale envoie dans diverses villes du monde pour détecter tous ces jeunes gens congolais qui, pour certains, n'ont jamais été à Kinshasa. Okay? Ils ont découvert Kinshasa quand ils doivent venir jouer ici. Oui. Mais c'est la responsabilité incombe à l'État. Cette responsabilité de détecter, d'approcher, de solliciter et d'utiliser à bon escient. Très bien. Vous êtes preneur d'abord, parce qu'il en est une autre chose de ne pas être demandeur, mais d'être preneur. Parce que d'autres se disent... Je ne sais pas, vous avez le projet d'être Premier ministre. Non, mais on pose des questions parce que ces genres d'intelligence, parfois vous allez décliner, comme d'autres qui ont décliné. Est-ce que vous êtes preneur? Mais aujourd'hui, la grande question, docteur, c'est est-ce qu'on ne verra pas un jour cette intelligentsia se dissoudre dans la masse, parce que plusieurs ont été excellés en étant en dehors de cette équipe gouvernementale, mais en étant dans l'équipe, on n'a pas vu grand-chose. Vous savez, je vais donner la gouvernance publique. C'est comme un sport collectif. Oui. Peu importe qui vous êtes. Regardez la performance de Cristiano Ronaldo. Oui. Il est au Qatar, hein, je crois. Justement. Au Qatar, et lorsqu'il a été au Real de Madrid. C'est le même Cristiano, mais différentes performances. Exactement. Pourquoi? Parce que ce sont des sports qui se jouent en groupe. Oui. D'où la performance d'un ministre ne dépend pas seulement de son savoir. Il peut être un professeur d'université. Oui. Il peut être le meilleur de savants. Mais le problème, c'est beaucoup plus le système qui définit la gouvernance. Ouais. Quand le mal est systémique, même le plus savant, même les plus intelligents finissent par se noyer. D'où il est important, lorsqu'on constitue une équipe, que cette équipe soit constituée de meilleurs. Meilleurs parce que chacun est bon dans les domaines ou les secteurs ministériels qui lui a été confié. Oui. Mais aussi, il faudrait qu'une ligne directrice se soit définie au préalable. Qu'est-ce que ce gouvernement veut accomplir comme tâche? Qu'est-ce que ce gouvernement veut laisser comme legacy, comme héritage à ceux qui viendront après, mais aussi aux générations à venir. Mais le tout dépend aussi de l'intelligence qui coordonne les activités. Et ici, en l'occurrence, le Premier ministre. S'il y a une faiblesse en termes de coordination, vous aurez l'impression que chaque ministre joue son jeu, chacun vient avec son plan son plan de stratégie, chacun vient avec ses ambitions, alors que l'action est censée être menée en groupe. Donc, nous avons eu des professeurs d'université dans ce pays. Exactement. Vous avez un gouvernement comme celui de professeur Pinga Kassenda. Oui. C'était presque un gouvernement de génie. Exactement. Mais je vais vous faire une révélation que beaucoup ne savent pas. Allez-y, docteur. Lorsque le maréchal Mobutu met en place ce gouvernement, le but n'était pas que ce gouvernement fasse avancer les choses. Ok. L'intention non avouée. Oui. L'intention non avouée, c'était de démystifier ce corps intellectuel. Ok, ok. Donc un piège, donc. Un piège. C'était de démystifier ce corps. Oui. Lorsque vous lisez l'ouvrage Dans les coulisses du pouvoir écrit par le professeur Évariste Mabi Moulumba, il est dit que quand le maréchal vous appelez professeur Didier Kaninda, ça pouvait signifier des choses. Ok? Ça pouvait être que par ironie. Ok. Donc voilà. Donc le problème, c'est que nous avons des techniciens, nous avons des technocrates. Donc le maréchal voulait voir les limites des professeurs. Ben écoutez, parce que le maréchal était un monstre politique. Oui. C'était pas un acteur politique. C'était un monstre parce qu'il y a des monstres politiques, il y a des animaux politiques, il y a des acteurs politiques. Ah, mais ça, c'est encore une branche qu'on va voir prochainement. Alors lui était un monstre politique. Il a besoin de votre expertise, il a besoin de votre savoir, mais il n'a pas besoin que vous lui fassiez un certain ombrage. Il faut laisser le soleil briller seul. Il faut que les étoiles s'éloignent de la lune. Mais lorsque vous brillez trop fort, comme le dit d'ailleurs Robert Greene dans son ouvrage Les 48 lois du pouvoir, première loi, il faut pas être plus fort que son maître. Exactement. Alors, le maréchal n'avait pas besoin de gens qui le démystifient lui. Donc, plusieurs conflits
même celui de Etienne Tshisekedi, c'était simplement parce que... Mais écoutez, c'est pas seulement les maréchals, mais beaucoup d'autres leaders. Oui. Malheureusement, c'est une faiblesse. Hein? C'est pas une qualité. Oui. Parce que, comme je l'ai dit dans cet ouvrage, les chefs, les leaders doivent être capables de travailler avec des gens plus intelligents que lui, mais faire preuve de son intelligence dans la mesure où il est capable de coordonner ses intelligences. Très bien. Voilà pourquoi on dit du leader qu'il a l'intelligence supérieure. Pas forcément qu'il soit universitaire, pas forcément qu'il soit technocrate, mais qu'il soit à même de pouvoir créer une orchestration, créer une synergie et continuer à coordonner les intelligences de ses collaborateurs en vue d'atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Et ça arrive souvent avec nos leaders, que ce soit dans les églises, un collaborateur qui prêche mieux que les pasteurs. Les pasteurs ne veulent plus de lui. Bon, aussi longtemps qu'il prêche mieux, c'est bon. Mais s'il commence à être beaucoup plus apprécié que lui, ça crée une crise. Même dans les orchestres, voyez-vous. Alors, ça c'est quelque chose de très important. Donc, le travail du Premier ministre, en tant que chef de l'exécutif, c'est un travail de coordination. Il doit avoir assez de la personnalité. Il doit connaître les assignations, les compétences reconnues à chacun des membres de son gouvernement. Pour qu'il soit, pas seulement en tant que guide, mais aussi en tant qu'encadreur, pour mener cette action gouvernementale à atteindre les objectifs qui leur a été assignés. Mais docteur, et regarde tout ce que vous dites, nous disons déjà que les départs doivent être mauvais parce que l'équipe gouvernementale se compose sur base des quotas, sur base de recommandations politiques. Et c'est ça le problème. Cette hyper-politisation, mon cher ami Didier, rend lourd la machine, alourdit la machine. Cette hyper-politisation fait assez que la loyauté est devenue le critère premier en lieu et place de la compétence. C'est-à-dire, chaque autorité morale envoie le nom de celui qui lui sera le plus loyal ou redevable, peu importe son niveau d'illettrisme ou encore d'incompétence. Il regarde la loyauté, il regarde... Ce qui fait qu'on peut finir par avoir des équipes de personnes loyales à leurs autorités morales, mais déloyales vis-à-vis des assignations ou des tâches qui leur ont été confiées. Très bien. Mais ce système n'est pas que congolais. Ce système est français, ce système est américain. Pourquoi ailleurs ça réussit? Pourquoi chez nous ça ne réussit pas? Dire que c'est pas... faut pas toujours universaliser les mal. Parce que chaque mal commis dans différents coins du monde l'est à cause d'une motivation quelconque. Chez nous ici, c'est parce que notre situation, notre société est en conflit avec l'intelligence. En conflit avec l'intelligence. Avec l'intelligence. Ça, c'est et en conflit avec l'intelligence, mais aussi veut faire taire les intelligences locales ou les intelligences nationales. D'où l'on préfère des hommes qui diront oui à tout, qui continueront à faire les taxis, alors qu'il faut déjà décoller, ou des gens qui continueront à voler en lieu et place d'atterrir. Ça arrive partout, on a besoin de personnes qui sont loyales. Loyales à la République, loyales au parti, loyales aux dirigeants. Mais il faudrait que cette loyauté ait son binôme. Son binôme, c'est quoi? C'est l'expertise. Exactement. C'est la compétence. Exactement. Vous comprenez? C'est pas parce que votre enfant vous est loyal que vous lui donnerez le volant de votre véhicule. Pas du tout. Vous n'allez pas sacrifier et la vie de votre enfant et la vie du véhicule. Et même votre vie, si vous êtes votre vie, si vous êtes à bord. Parce qu'au finish, vous serez traité d'idiot. Exactement. Comment avez-vous pris ces risques? C'est là où le leader doit être plus rationnel qu'émotionnel. C'est là où le leader doit accepter de décevoir les siens pour satisfaire l'avenir. Très bien. Ça, c'est vraiment un enseignement sur le leadership. Docteur Kinshasa, aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Les gens disent qu'on en a ras-le-bol. En tout cas, Daniel Bumba, il faut partir.
Mais les autres disent que les problèmes, c'est pas Daniel Bumba. D'ailleurs, il n'a qu'un an. Kinshasa sombre quand il pleut, nous ne savons pas comment circuler. Il y a des morts. Et ça, c'est un problème de gouvernance. C'est quoi les vrais problèmes ou la solution aujourd'hui de Kinshasa? Faudrait-il délocaliser Kinshasa? Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Nous avons besoin de la solution, les bâtons magiques s'il est faux, pour que Kinshasa soit sauvé. Non, il n'y a pas de bâton magique, à ce que je sache. Kinshasa sombre parce que, en réalité, nous ne voyons pas, nous voulons condamner Kinshasa, alors que Kinshasa n'est que la fièvre. Il faut maintenant trouver l'infection qui cause la fièvre. Ok. Kinshasa est le miroir de ce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui. Ah bon? Est devenue aujourd'hui, parce que c'est un processus. Hein. Oui. Notre mal, nous le traînons depuis des décennies. Notre mal nous suit donc. Nous suit depuis des décennies. Et puisque nous ne l'avons jamais guéri, il continue à grandir avec nous. Oui. Et il s'enracine, et du coup, il semble beaucoup plus fort que nous. Voilà pourquoi nous demandons des bâtons magiques, parce qu'il a tendance à surpasser notre capacité à résoudre ce problème. Oui. Kinshasa est devenu le miroir de notre humanité, notre congolité. Cette congolité qui aujourd'hui est en défection. Cette congolité, cette humanité congolaise qui aujourd'hui accuse des pathologies sévères. Cette congolité qui prouve à suffisance que nous avons refusé, nous avons décidé, pardon, de ne plus jamais fonctionner avec le bon sens. Cette congolité, cette humanité malade du Congolais. Oui. Aujourd'hui, Kinshasa devient l'organe du corps qui est en train d'être infecté et de commencer à jusqu'à commencer à se décomposer. Oui. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est plus que sale. Plus que sale. Le chef de l'État l'a même dit que la ville de Kinshasa est très sale. La ville est tellement sale. Mais la ville n'est pas que sale. La ville ne veut plus de nous. Oh, mais ça c'est encore très poignant. Vous ne pouvez pas quitter Gombe ici. Vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous, quitter chez vous à Lipen, venir à Gombe, promettre des amis que vous devrez visiter à Matete, et dire que vous finirez par rendre visite le même jour à Beaumarchais et finir votre culte à Delvaux. C'est impossible. Kinshasa cesse de plus en plus d'être une ville. Kinshasa nous déçoit. Kinshasa ne veut plus de nous. Ce n'est pas Kinshasa qui nous déçoit. C'est nous qui sommes en train de décevoir Kinshasa. Et Kinshasa nous montre combien il est fâché. Pourquoi Kinshasa se fâche? Parce que Kinshasa s'étonne qu'avec tout ce qu'il représente comme espace, que nous n'ayons décidé qu'à occuper à peine 37% de son territoire ou de son espace. Oui. Kinshasa s'étonne que nous le laissions dans cet état. Dans cet état-là, voilà, désastreux. Kinshasa s'étonne que nous ne soyons pas à même de curer nos caniveaux. Kinshasa se pose la question si le Belge a aimé Léopoldville plus que nous nous aimons Kinshasa. Oh, mais docteur, ça c'est fort. Pourquoi? Parce que les premiers signes, indicateurs, qui prouvent que vous êtes dans une maison de gens intelligents, c'est leur salon et leur cour. La cour et les salons définissent l'intelligence des gens qui y habitent. Qui habitent la maison. Le serrier. Et pour les États, c'est leur capitale. Ok. Tous ceux qui visitent le Congo n'arrivent pas à Goma, n'arrivent pas à Mbuji-Mayi, ils n'arrivent pas à Kananga. Pas du tout. Kinshasa. C'est-à-dire 60% des visiteurs qui viennent au Congo se limitent à Kinshasa. Oui. Quelle image ont-ils, non pas de la ville, mais de nous qui sommes à Kinshasa? Nos embouteillages deviennent aujourd'hui ce qu'on appelle un cas de la santé publique. C'est-à-dire? Le sujet de la santé publique, c'est-à-dire, comment pouvez-vous expliquer que chaque jour, je fasse 3 heures de temps dans le véhicule? Parce que 3 heures de temps dans le véhicule pour quitter la ville et arriver à la cité verte, 4 heures même pour certains.
comment je fais pour retenir mes besoins? Exactement. Dans quel état je me trouve? Oui. Les artères de Kinshasa sont devenues stressantes, comme les élèves qui doivent aller dans la salle de l'examen. Vraiment. Parce qu'on ne sait pas quel sort Oui. va nous être réservé. Oui. Kinshasa prouve que petit à petit, les Kinois, les Congolais en général, est en train d'abandonner son humanité Oui. pour approcher l'animalité. Kinshasa n'est pas seulement la ville de Daniel Bumba. Oui. Parce qu'il faut rappeler ici que Bumba n'est pas que le gouverneur de la province de Kinshasa. Ok. Il est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Justement. siège des institutions. Ok. En d'autres termes, la précarité de Kinshasa, c'est aussi la responsabilité du gouvernement central et de toutes les institutions. Donc les responsabilités sont partagées. Les institutions sont partagées. Daniel Bumba, ce n'est pas ma tasse d'été. Oui. Je ne le connais pas personnellement. Ok. Mais je peux quand même constater que la ville de Kinshasa, mon cher ami, Oui. hier, moi, je fais les pieds. Samedi, je fais les pieds. Ah bon? Oui, Ne dis pas ça, docteur. mais je vous dis la vérité. Quand vous faites 1h45 au niveau de la station Ma Campagne, Oui. comme quelqu'un qui me disait, là, ça ne rate pas, c'est la Champions League. Station Ma Campagne qui tape au magasin. Exactement. Station Ma Campagne, ça ne rate pas. Une ville a besoin d'être aménagée. Et il faut un plan D'aménagement. d'aménagement. Aujourd'hui, on peut se plaindre en disant qu'il y a plus d'habitants que les Belges ont laissé. Oui. On est aujourd'hui aux alentours de 20 millions d'habitants. Ouais. Mais malheureusement, vous allez constater que nous n'occupons qu'à peine 37% du territoire de Kinshasa. Peu importe le nombre. J'allais même poser, avant C'est d'aller aussi- vers des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est quoi les causes principales de cette dégradation? Est-ce que c'est la gestion? Est-ce que c'est nous-mêmes les habitants de Kinshasa? C'est toujours, qui bouchons? c'est d'abord les habitants Oui. et ensuite la gestion. Parce que les habitants n'ont pas le droit de s'organiser par eux-mêmes. Oui. Il faut un pouvoir qui chapeaute. Il faut un leadership qui coordonne. Exactement. Il faut un leadership qui donne l'impulsion Oui. et qui donne les orientations et définit les axes Oui. dans lesquels on va s'engager pour désengorger la ville. Oui. Je disais Kinshasa est le miroir. C'est la vitrine qui prouve que le Congolais est borné. Comment pouvons-nous Des nous Congolais entendre? et bornés. Oui, parce que nous sommes entassés dans le périmètre laissé par les Belges. Ok. Mais plus de 70% que les Belges n'avaient pas tout construit Oui, est exploité, resté. Parce ils que sont la même pas commune arrivés à Maloko. urbano-rurale de Maloko, Oui. c'est à peu près 61% du Exactement. territoire de Kinshasa. Exactement. Pourquoi ne pas y aller? Aujourd'hui, quand vous allez en Égypte, il y a ce qu'on appelle la nouvelle ville de Caire. Ok. Ils ont aussi connu des embouteillages comme nous. Ok. Au Nigeria, les gens sortaient la veille. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, pour un rendez-vous de 8 h, tu sors à 19 h. C'est ce qui amène qu'on aille construire la ville d'Abuja. Ok. Donc, le mal qui nous arrive aujourd'hui, au-delà de l'embouteillage, c'est à la fois l'insalubrité, mais aussi l'incapacité de l'État congolais à réguler les choses. Très bien. Mais est-ce qu'il est possible de sortir de là et qu'est-ce qu'il faut faire succinctement, docteur? Ce qu'il faut faire, je pense que pour Kinshasa, Oui. l'Assemblée provinciale de Kinshasa doit prendre ses responsabilités. Ok. Comment on n'a jamais vu le gouverneur être interpellé? Oui. Pas une seule fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait pour cela que l'on fasse preuve Oui. de ses responsabilités en tant que députés provinciaux. Oui. Que l'on voit que l'Assemblée provinciale de Kinshasa se soucie, De Kinshasa. Non, mais les députés pousse provinciaux l'exécutif provincial à travailler. Oui, ils sont tellement. Mais pour absents. ça, il ne faut pas seulement laisser la responsabilité à la province de Kinshasa, parce que j'ai dit c'est aussi les sièges du gouvernement. Du gouvernement Parce que quand le président de la République dit que l'insalubrité à Kinshasa devient insupportable, Voilà. moi je suis en train de compter le nombre de jours. Normalement, quand un chef sort de son silence, Oui. quand un chef tape le poing sur la table, Il normalement, faudrait qu'il y ait, qu'il y ait des têtes qui tombent. Très bien. Pourquoi les têtes ne tombent Ne pas? tombent pas jusque-là. Si les têtes ne tombent pas, c'est parce que les têtes, soit elles sont absentes,
soit elles sont protégées. Soit elles sont absentes. Ces top-là n'existent pas, soit Oui. elles sont protégées. Protégées par qui? C'est ça la question, parce que c'est le chef qui a dit. Nous allons parler de vos ouvrages, mais nous allons aussi essayer de parler de, bien évidemment, de cet accord de principe signé entre les deux partis gouvernement et AFC M23. Mais pourquoi pas parler de ces probables remaniements? Est-ce le moment? Docteur, des ouvrages mis à la disposition de la population, les chefs, j'ai aimé les titres parce qu'il est captivant, ainsi que la RDC entre impuissance et déni des puissances. La première question, est-ce que vous vous êtes inspiré des problèmes des Congolais ou des problèmes du monde? Est-ce que vous êtes inspiré des problèmes de l'Église ou des problèmes de gouvernance? Ben écoutez, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste et intellectuel, je cherche à apporter ma pierre de contribution, Oui. à apporter ma petite lumière pour éclairer la maison qu'on appelle la RDC. Oui. Mais puisque les États ne vivent pas en autarcie, j'ai besoin de partir avec une perspective internationalisée. Ok. Voir ce qui s'est passé ailleurs, comment l'appliquer chez nous, tout en gardant notre contexte. Je m'inspire du bon sens, je m'inspire de la science, Oui. et je propose des solutions, que ce soit sur le plan du leadership, mais aussi sur le plan de la République démocratique du Congo, qui jusqu'à présent peine à se construire une politique étrangère propre à elle. Oui. D'où nous donnons ces pistes de solutions, nous amenons ces pistes de solutions pour Oui. dire qu'il faudrait d'abord qu'au départ, nous puissions reconnaître Oui. que nous sommes dans ces carrefours. Nous sommes face à cette situation, Oui. qui se présente devant nous entre notre impuissance et le déni de la puissance. Impuissance, ça c'est le constat. Oui. Nous sommes un État faible. Oui. Nous sommes un État malade. Oui. Nous sommes un État qui a du mal à s'assumer. Un État qui a du mal à s'auto-gérer. Nous sommes un État très très fragile. Il suffit de voir Kinshasa. Ça, c'est C'est les le diagnostics, miroir. en fait. Nous sommes un État qui agonise. Nous sommes un État comateux. Oui. Mais nous ne sommes pas fatalistes. Nous ne sommes pas pessimistes. Parce que quelquefois, il faudrait que malheur arrive Oui. pour que nous prenions conscience et que nous fassions mieux. Ok. Cette impuissance, nous la consentons. Nous l'acceptons. Parce qu'elle ne peut pas être justifiée au regard de tout ce que nous avons comme ressources, Oui. au regard de tout ce que nous avons comme atout. Pourquoi sommes-nous puissants? Impuissants. Nous sommes impuissants parce que nous le voulons. Nous sommes impuissants parce que nous n'avons pas suffisamment fait d'efforts pour sortir de cette puissance. Oui. Mais c'est quoi la puissance pour nous? Pour nous, la puissance, c'est une vocation. Être la République démocratique du Congo, c'est être puissant. Refuser d'être puissant, c'est refuser d'être le Congo. Refuser d'être fort, c'est refuser d'être le Congo parce que la providence, le bon Dieu, le Créateur et même l'histoire des nations a fait à ce que le Congo soit bénéficiaire de tout ce qu'il faut pour être fort. Il suffit de regarder. Donc, c'est que nous avons nous oblige à être forts. Évidemment, nous oblige à être forts pour exister. Sinon, les autres vont exploiter notre impuissance afin de survivre grâce à ce que nous avons. Oui. Nous avons le premier élément, nous regardons le facteur démographique. Oui. Nous avons plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que nous sommes un des pays le plus peuplés avec le Nigeria. Oui. Nous sommes un des pays les plus peuplés d'Afrique. Mais quand vous considérez cet aspect, vous pouvez questionner maintenant pour voir de quoi est composée cette population. Oui, oui. Plus de 65% de cette population s'avère être âgée de moins de 25 ans. Ça, c'est un atout. Ça, c'est une aubaine. Oui. Parce que c'est de la main-d'œuvre. Oui, exactement. C'est plus d'ingénieurs. C'est plus de soldats. Oui. Nous avons des terres rares. Nous avons des minéraux stratégiques. Oui.
Nous avons tout ce que vous connaissez déjà et c'est à cause de quoi on nous fait la guerre. Exactement. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vision. C'est une vision de la puissance. Une vision qui nous permet de quitter cet état de précarité et de l'éternel assisté pour devenir une puissance au centre de l'Afrique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan culturel et autres. Et pour cela, nous devons accepter de pouvoir postuler à cette vocation de la puissance et accepter de payer les prix y afférents. Parce que devenir puissant ne va pas seulement exiger des changements du point de vue de la gouvernance, mais aussi du point de vue de notre congolité, du point de vue de notre humanité. Parce que nous sommes devenus un peuple qui en soi constitue lui-même l'obstacle à son propre épanouissement et à son développement. D'où la pensée d'encourager, d'où l'importance d'encourager cette vision que le chef de l'État a eue en mettant en place une structure de changement de la mentalité. Parce que les Congolais que vous et moi nous sommes, nous ne pouvons pas aider ces pays. Donc il est important de sensibiliser sur des thématiques comme la personnalité, les changements de la mentalité, la congolité. Le travail, l'abnégation, travailler sur l'excellence, le leadership. Alors, docteur, vous dites des choses importantes. D'ailleurs, moi, j'ai ces ouvrages, quand je lis, ça m'inspire tellement. Mais des écrivains comme vous ont dit, si vous voulez cacher une vérité à un Africain, mettez-les sur un livre. C'est vrai que nous étions là, je vais même demander à la régie de mettre les images pour que nous puissions voir ce qu'a été cette activité de haute facture. Mais votre analyse personnelle, quelle était la perception ou l'acceptation de ces Congolais qui acceptent cette œuvre d'esprit? Est-ce que les Congolais lisent aujourd'hui pour comprendre ces vérités que vous mettez dans un livre pour pouvoir les mettre en pratique? La lecture est à la fois une nécessité et une culture. Malheureusement, la culture, nous n'en avons pas. La nécessité, elle est là, elle s'impose. Il faut que nous lisions. Il faut que nous lisions parce qu'aujourd'hui, le monde est gouverné par l'économie du savoir. Les nations qui avancent sont les nations qui savent utiliser l'intelligence. Elles font la sublimation de l'intelligence, elles protègent l'intelligence, elles payent l'intelligence, elles encouragent l'intelligence. Et pour cela, aujourd'hui, les savoirs résident principalement dans les écrits, dans les livres. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas suffisamment été entraînés à lire. Les seules fois qu'on nous a dit qu'il fallait lire, c'était pour faire des examens, c'était lors des sessions. Ce qui fait qu'une fois qu'on termine ces études, on perd le goût de la lecture. On jette même les notes, on n'en sert plus. On ne sait plus s'en servir, on les abandonne. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas lire. Pourquoi nous n'aimons pas lire? Parce que nous n'avons pas encore compris l'importance du savoir. J'insiste, l'économie du savoir. L'économie du savoir. Comment pouvez-vous comprendre que de Matadi Kibala jusqu'à la gare centrale, il n'y a pas de librairie? De Matadi Kibala jusqu'à la gare centrale, pas de. Vous prenez l'avenue Université. De Moamba, Inukine, jusqu'au rond-point Victoire. Il n'y a pas de librairie. Mais c'est grave, c'est que vous prenez à l'UPEN, je savais qu'il y en avait. Mais vous prenez, nous sommes une ville de 20 millions d'habitants. Exactement. Mais je vous mets tous à défi. Personne ne peut me donner l'adresse de 5 librairies à Kinshasa. Mais je ne vous demanderai pas les adresses pour les églises. Exactement. Je ne vous demanderai pas le nombre de bars qu'on a. Je ne vous dirai pas le nombre de boîtes de nuit. En fait, c'est ce que je disais. Notre congolité est infectée. Il faut la guérir pour guérir Kinshasa et guérir les pays. Donc les causes sont lointaines. Il y a des causes lointaines, il y a des causes proches, il y a des causes immédiates. Mais ici, je suis en train de parler de causes lointaines. Ces causes qui aujourd'hui sont devenues partie intégrante de notre humanité. Pourquoi le Congolais ne doit pas lire?
Pourquoi le Congolais ne doit pas lire? Est-ce que c'est fait à dessein? Il faut distraire ces Congolais. Quand vous voyez oui. un peuple détérioré à ce niveau, rassurez-vous qu'il y a une intelligence destructrice derrière. Ok. Oui. Vous et moi, nous sommes des produits manipulés. Exactement. Oui, nous, Exactement. on Donc nous il y a a une manipulés. intelligence Oui. faite pour que les Congolais ne lisent pas. Une intelligence qui opère de l'extérieur Oui. et qui a des agents à l'intérieur. Ok. C'est cette intelligence qui fait qu'un bar, on peut l'ouvrir quand on veut, n'importe où. Justement. On les protège. Voilà. Une église, on peut l'ouvrir par n'importe qui, n'importe comment. Oui. On la laisse fonctionner. Mais pas une entreprise. Pas il faut une beaucoup, librairie. ainsi de suite. On a le droit d'aller dans des bars. On a le droit d'aller dans des églises. Mais il ne faudrait pas qu'on utilise l'évangile Oui. comme un moyen pour endormir un peuple Ok. qui a besoin d'être debout pour construire son pays. Très bien. Voyez-vous? Alors, il est ici important de comprendre que, mon cher ami, il y a Jacques Ellul, Oui. il y a Édouard Bernays, et même le fameux Oui. Joseph Goebbels, Oui. les génies de la manipulation aux côtés d'Hitler. Oui. Le peuple, on le manipule en trafiquant ce qu'il consomme, Ok. spirituellement, intellectuellement, moralement et physiquement. Et physiquement. C'est-à-dire, on peut faire d'un peuple qui hier était un génie, Oui. on peut faire de lui un peuple proche de l'animal. Un peuple qui ne remet jamais en cause ce qu'il voit. Un peuple qui fait la sublimation de la bêtise. Un peuple qui acclame ses affameurs. Ok. Un peuple qui donne des trophées aux antivaleurs. Un peuple qui préfère la voix et à chanceler au Pamba Oui. et qui maudit le travail, qui considère le travail comme étant une malédiction. Oui. On peut manipuler le peuple. Et j'ose croire que le niveau que le Congolais a atteint aujourd'hui, c'est divorce consommé Oui. avec le bon sens. Avec les n'est savoirs, pas oui. le fruit du hasard, c'est Oui. pas les produits du hasard. Il y a une intelligence maléfique derrière. Mais le fait qu'on en parle aujourd'hui sur votre plateau, Voilà. c'est la preuve qu'il y a des Congolais qui sont déjà délivrés. Maintenant, il faudrait que ceux qui se délivrent aillent aussi délivrer les autres. Très bien. Comptez le nombre de bars, comptez le nombre de gens qui sont sur les winners, hein, qu'on appelle Paris Foot, je n'en sais rien, j'ai jamais joué à ça. Allez-y, comptez les matins, Vous savez- allez voir ce que dit les docteurs. Pourquoi les gens jouent ça à ces jeux de hasard? On dit bien jeu de hasard. Oui. Parce que l'imaginaire collectif vous fait croire que c'est plus facile. En fait, quand un peuple se détruit, Oui. il développe la passion du raccourci. Ok. Donc ça veut dire que ça, c'est la passion du raccourci. Du raccourci. C'est-à-dire il faut prendre l'autre bande dans le sens contraire. Parce qu'ici, il y a des embouteillages. Oui. Il faut prendre l'autre bande sans Un raccourci. évaluer le risque. Voilà. C'est les raccourcis. C'est Bukalelo, Lambalelo, Lambalelo, Lialelo. Lialelo. Oui. C'est la passion du miracle. C'est la passion de l'instantanéité, Oui. de l'immédiateté. Oui. Et quand on est dans ça, on ne peut plus développer son pays parce que le développement d'un pays ne vient pas par un coup de bâton magique. C'est pas un miracle, processus. C'est un processus. Et qui dit processus dit temporalité. Voilà. Qui dit temporalité du sacrifice à consentir, changement à effectuer. Donc, ne voulons pas payer les prix, nous préférons les raccourcis. Nabeta Boyena Oui. gagné, Nabeta Boyena gagné, Nabeta Boyena gagné. Alors, nous sommes en train non pas seulement de nous tuer nous-mêmes, mais nous sommes aussi en train d'observer impuissamment la décadence. mort, la décadence de la société que nous sommes censés léguer à nos enfants. Très bien. C'est très fort. Moi, j'aime. Et ça, ce sont des leçons. Docteur, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un accord des principes qui doit emmener les uns et les autres, les deux parties, à pouvoir aller sur l'accord général. Nous ne savons pas. Est-ce que cet accord-là va tuer les autres? Est-ce que cet accord-là va emmener les résultats escomptés?
quel est l'impact aujourd'hui de cet accord de principe signé entre les deux partis gouvernement et Doha? Vous êtes spécialiste sur des questions internationales, je les rappelle. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Aveu d'échec, je ne dirais pas, je ne serais pas aussi brutal pour dire ça comme ça, mais il faut reconnaître que le gouvernement s'est essoufflé. Le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement, la partie gouvernementale n'a pas été à même de pousser le groupe armé M23, FCM23 dans son dernier retranchement pour l'obliger à signer l'accord de sa reddition pour pouvoir abandonner les partis occupés et qu'on passe à autre chose. Oui. Maintenant, puisqu'on n'a pas réussi à venir par la force, par l'usage, par les recours de l'armée, à mettre fin à cette situation, nous sommes obligés, malheureusement, de traiter d'égal à égal avec ce groupe armé. Obligé, vous dites. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est pas une faiblesse. Mais justement, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Quand on traite dans un état, dans l'état des faiblesses, ça veut dire qu'on signe des accords qui ne nous sont pas bénéfiques. Toujours. Là, on n'a pas encore signé l'accord. Ce n'est qu'un accord cadre. Des principes, oui. Non, un accord cadre. Un accord cadre ressemble à un fondement. Justement. Une fondation voilà. sur laquelle on va ériger l'accord. Exactement. Mais le problème ici, c'est que l'accord cadre, qui est la fondation, montre des énormes fissures. Exactement. Ce qui signifie qu'on ne peut rien construire sur cet accord. Il y a 8 fissures, comme 8 protocoles dans cet accord, qui font déjà comprendre aux observateurs avertis que ces 8 protocoles seront 8 points de discorde. Justement. C'est-à-dire, on va encore aller dans la liste. De part et d'autre. De part et d'autre, on va aller dans la liste. On va encore tomber. En fait, cet accord cadre va être un élément chronophage, ce qui va nous tuer et nous va nous faire perdre le temps inutilement. Parce que le même jour où l'on signe cet accord, encore à Doha, les amis du M23 ont fait une déclaration pour dire haut et fort qu'ils n'y croyaient pas, qu'ils ne sont pas obligés, ils restent dans leur position, ainsi de suite. Ce qu'il faut à présent, c'est que le gouvernement doit reconnaître ses faiblesses. Faiblesses qui ne sont pas aussi fatales. Parce que lors d'un conflit armé, soit on gagne par les armes, soit on négocie si on n'a pas été en mesure de gagner par les armes. Exactement. Mais maintenant, il faudrait mettre les bouchées doubles pour que... Négocier, il faudrait dire aussi qu'il y a un prix à payer, des conciliations à faire. Il faut faire des concessions. Il y a des concessions à faire, c'est normal parce que vous n'avez pas gagné. C'est normal. On n'a pas réussi à déloger les mouvements du M23 des territoires et des villes, localités qui l'occupent. On n'a pas été à même. Et maintenant, ce qu'il faudrait, comprendre cet aspect des choses pour repenser notre stratégie. Parce que nous nous sommes trop versés dans les fronts diplomatiques et nous avons négligé les binômes de la diplomatie qui est l'armée. Parce qu'on ne peut pas avoir une diplomatie forte sans une armée forte. Quiconque vous dira que tel pays n'a pas d'armée mais a une diplomatie forte, dites-lui qu'aux côtés de ces pays, il y a des alliances avec des États qui sont militairement forts. C'est comme ça, par exemple, que la Corée du Nord ne peut pas s'aventurer à attaquer la Corée du Sud, qui militairement parlant ne peut pas faire face. Il y a un grand... dans l'équilibre des forces, la Corée du Sud est trop de loin faible. Mais pourquoi la Corée du Nord ne peut pas attaquer? Parce que la Corée du Nord sait que Séoul
a des alliances énormes Oui. avec Washington, qui a des bases militaires tout aux alentours Exactement. de cette partie de l'Asie-Pacifique. Oui. Alors, et ça, c'est la diplomatie. c'est la diplomatie, mais une diplomatie qui ne doit pas marcher sans force. La force de l'encre, la valeur de l'encre du diplomate. Oui. Quand le diplomate signe sur un document, la valeur de cette encre, Oui. c'est aussi le le sang qui peut couler, voulais-je dire. Le sang qui peut couler avec de l'épée du soldat. Ok. Il y a un soldat, il y a un diplomate. Ok. On respecte les diplomates quand on sait que derrière les diplomates, il y a les soldats. Voilà, justement. Donc j'ai intérêt à signer de peur que les diplomates laissent la place aux soldats. Et comme je n'ai pas la force de tenir en face de ces soldats, je préfère accepter ma signature et ne pas la violer. Très bien. Alors, docteur, vous le dites si clairement qu'il y a une faiblesse. Nous ne voulons pas nous indexer ou c'est dire que telle faiblesse émane de telle personne. Mais la question est... Il faut rappeler que cette situation dure depuis plus de 31 ans. Exactement, exactement. Mais c'est là où il faut faire... On ne se pose pas des bonnes questions, on ne peut pas trouver de bonnes réponses. On ne se pose pas des bonnes questions. J'ai l'impression qu'on a une vision très superficielle de cette crise. On se limite à ce que le Rwanda dit, à ce que le Rwanda fait. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions questionner les véritables motivations du Rwanda. Aujourd'hui et avant hier. Oui. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas faire une très bonne lecture géopolitique sans une dimension anthropologique. Okay. Il faudrait que nous puissions entrer dans la peau du Rwanda, du Rwandais, le Rwandais dirigeant et le Rwandais moyen. Quelle est la perception qu'ils ont de cette crise? Okay. Pourquoi ils font la guerre à la RDC? Oui. Pourquoi on a eu 11 tentatives de résolution pacifique de cette crise, mais toutes les 11 tentatives se sont avérées inefficaces. Exactement. On a eu Gaborone, on a eu Lusaka, on a eu Pretoria, on a eu Sun City, et ainsi de suite. On a eu Kenya, on a eu... voilà, aujourd'hui, nous en sommes encore là à Doha. Et demain, on risque d'aller au Togo. Oui. Tout ça parce que la partie congolaise ne prend pas suffisamment du recul pour voir cette crise aussi avec les lunettes de l'autre. Parce qu'on ne peut pas être plus fort que l'autre si on ne connaît pas l'autre. Ok, on doit connaître l'autre pour être plus fort que lui. Comment je vais être plus fort que toi si je ne connais pas tes forces, si je ne connais pas tes faiblesses, si je ne connais pas tes motivations? Est-ce que cette guerre, tu me l'as fait parce que toi-même tu veux la faire, ou bien tu n'es que l'arbre qui cache la forêt? Donc il y a aussi de l'intelligence. Est-ce que tu es l'acteur principal ou bien tu es un acteur dérivé? Est-ce que tu es le concepteur de cette crise, l'initiateur, ou bien tu n'es qu'un agent d'exécution? Donc je dois chercher à te comprendre pour voir la possibilité de te contourner. Malheureusement, nous sommes encore dans le superficiel. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans les superficiels? Est-ce que la solution des solutions, c'est aussi ces probable remaniement, nécessité ou timing discuté? Les remaniements est-il une question? Quel remaniement? On parle même du remaniement gouvernemental. Est-ce que aujourd'hui peut-on vraiment en parler? Parce que depuis la semaine dernière, les gens parlent et disent que pour sauver toutes ces questions, nous avions parlé de la gouvernance, nous avions parlé de la gestion du pays, même des accords signés. Les chefs de l'État pensent déjà au remaniement. Est-ce que c'est important maintenant de choisir des animateurs qu'il faut pour espérer au changement? Je ne suis pas dans le secret du boss numéro 1 de la République pour savoir s'il y a un remaniement. Que dit la population? Bon, je ne sais pas non plus. Je pense rarement à ce que dit la population. Je pense plutôt à ce qu'il faut pour la population. Qu'est-ce qu'il faut pour la population? La population ne doit pas dicter les thèmes. L'intellectuel. ça serait inverser les valeurs. Donc je pense plutôt qu'en tant qu'intellectuel, mon devoir c'est de penser en faveur de la population. Et non pas demander à la population qu'est-ce qu'elle veut. Parce que la population me dira, elle veut la victoire de la Coupe du Monde. Ça c'est fort, mais c'est pas mauvais non plus. Voilà, justement, la population vous dira, écoutez, nous voulons manger 3 fois, 4 fois par jour. 3 fois, 4 fois. Oui. Et je ne vais pas promettre à cette population, si cette population ne fait pas elle-même s'impliquer à travailler la terre pour produire cette nourriture abondante, de manière à ce qu'on mange même 6 fois
si on en a. Alors, remaniement ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire à ce stade, il faut très vite. Il faut très vite que l'on puisse considérer la nécessité pour la République d'avoir à certains postes des hommes qui ont la maîtrise du secteur, mais qui ont aussi une lecture lucide sur les défis que la République rencontre. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans le domaine du management public et on a l'obligation de résultat. Faire les remaniements, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ça sera encore un remaniement fait en termes de quotas, en termes de recommandations, en termes de la géopolitique, où on va privilégier la performance et l'excellence? C'est tout ça les problèmes. Parce que les statu quo, le fait que les choses continuent à demeurer telles qu'elles sont, ne profite pas au gouvernement congolais, à la République, profite au Rwanda et à son proxy, l'AFC M23. Donc il faudrait très vite que le gouvernement congolais bouge les lignes. Et pour bouger les lignes, il faudrait que le gouvernement soit présent dans tous les fronts. Le front intérieur, le front militaire, le front diplomatique. Le front intérieur, c'est le front de la gouvernance, le front politique. Notre façon de gérer les petites crises, notre façon de gérer les frustrations internes, notre façon de chercher à colmater les fissures qu'a connu la maison qu'on appelle la cohésion nationale. Notre façon d'entendre même ceux qui parlent une voix qui émettent un son différent d'une autre. Notre façon de résoudre très vite les petits problèmes qui demain peuvent avoir des incidences stratégiques et même déterminer la capacité du gouvernement à répondre aux exigences dans le front de bataille avec le Rwanda. Sur le front diplomatique, il faudrait que nous arrêtions. Nous arrêtions de trop compter sur l'extérieur. Nous avons une foi naïve. Une foi d'enfant à l'apport ou encore à nos partenaires. N'oublions pas qu'il est impossible que le Rwanda soit aussi fort et résiste autant au Congo. Il n'y a que deux possibilités. Soit le Congo est trop fragile et trop faible, ou soit le Rwanda a une main qui les protège derrière. Et ici, toutes les deux théories sont vraies. À la fois, le Rwanda a des partenaires qui les soutiennent. Le Congo est trop fragile. Et parce que nous faisons une lecture partielle, nous avons même cru que les États-Unis pouvaient se liguer contre le Rwanda en notre faveur. Mais au contraire, c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous avons minimisé les liens qui existent entre le Rwanda et les États-Unis. La diplomatie rwandaise, par exemple. La diplomatie rwandaise, il faut le dire, il faut le reconnaître. J'ai dit qu'il faut connaître l'ennemi. Il va bientôt se tenir le 46e sommet de la francophonie. Ça sera à Kigali. Vous imaginez, Kigali n'est pas membre de la francophonie. Exactement. Kigali a quitté la francophonie depuis très longtemps pour punir la France parce qu'il considère que la France a été complice dans le génocide rwandais. Kigali, la francophonie est dirigée par cette dame secrétaire générale qui est rwandaise. C'est déjà la preuve qu'ils prennent leur bataille au sérieux. Ils veulent être dans tous les fronts. Et nous, qu'est-ce que nous faisons de notre côté? Il faut que nous partions de l'émotionnel vers le structurel. Très bien. Partir de l'émotionnel vers le rationnel. Mettre au service nos meilleures intelligences. Très bien. Le meilleur de nos citoyens. Ils ne sont pas forcément dans les partis politiques. Ils ne sont pas forcément dans les partis politiques, encore moins dans les organisations ou autres. Dernière question, si vous pouvez répondre même en un mot. Vous êtes professeur, vous êtes pasteur, vous êtes chercheur, l'ensemble de tout ça. Vous êtes en contact avec la population. Qu'est-ce qu'attend la population aujourd'hui? Question très difficile. Qu'est-ce qu'elle attend? Waouh! C'est le bien-être. Le bien-être. Le bien-être. Le bien-être. La population du Congo tout entier, il attend
le bien-être, comme toute la population du monde. C'est ce qu'il attend. Maintenant, il faut l'impliquer dans ces chantiers pour qu'il n'obtienne pas seulement le bien-être, mais qu'il commence à devenir de bons êtres avant d'atteindre le bien-être. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. C'était les professeurs et docteur Silas Makangu. Je rappelle qu'il est chercheur, il est écrivain et beaucoup de choses à la fois. Merci de nous suivre et d'être nombreux, vraiment nombreux à nous appeler et à demander qu'il soit là et qu'il rentre de temps en temps pour des questions d'actualité. Bonsoir chez vous.